Bonjour à tous et à toutes, et tout particulièrement aux élèves des classes de 4e du collège Charlotte Delbault de Tronget. Nous allons aujourd'hui mettre un point final à la séquence 6 d'histoire intitulée Finir la Révolution, le Consulat et le Premier Empire 1799-1815. Au cours de la séance précédente, nous avons vu démontrer que Bonaparte, en tant que consul républicain entre 1799 et 1804, a été un acteur, mais aussi un continuateur, le digne héritier de la Révolution française. Et bien aujourd'hui, nous allons voir très exactement le contraire. Nous allons voir en quoi Napoléon Bonaparte a été le fossoyeur de la Révolution. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le mot fossoyeur. Vous pouvez deviner que fossoyeur a un lien de parenté avec un fossé. Un fossoyeur, c'est ce que aujourd'hui on appellerait un croque-mort, c'est-à-dire quelqu'un qui creuse des tombes pour enterrer les morts. Donc en fait, Napoléon Bonaparte a tué, d'une certaine façon, a enterré la Révolution. Et toute la question, c'est de se demander comment il est possible qu'un homme qui est à la fois l'héritier, le continuateur de la Révolution, est aussi en même temps celui qui l'enterre, celui qui y met fin. C'est un paradoxe, eh bien oui, mais c'est justement le paradoxe de Napoléon Bonaparte, une sorte de Dr Jekyll et de Mr Hyde, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, grand E, Napoléon Bonaparte, fossoyeur de la Révolution. En quoi Napoléon Bonaparte a-t-il trahi l'œuvre de la Révolution? Telle sera notre problématique. Et pour que les choses soient plus claires, en fait, considérons que nous avons affaire non plus au consul républicain, Napoléon Bonaparte, mais plus exactement à Napoléon Ier, c'est-à-dire l'empereur du Premier Empire depuis mai 1804. Nous avons vu la cérémonie du couronnement il y a de cela peu de temps. Donc c'est plus particulièrement Napoléon Ier, en tant qu'empereur tout-puissant, qui va enterrer la Révolution. Napoléon Ier, fossoyeur de la Révolution, eh bien écoutez, premier argument assez frappant consiste à comparer le portrait officiel de Louis XVI en grande tenue de sacre, donc une douzaine d'années avant le début de la Révolution française, au temps de la monarchie absolue, et le portrait représenté par Jean-Auguste Dominique Ingres, et oui, pour une fois, c'est pas Jacques-Louis David, hein, il peut pas tout faire, Jacques-Louis David quand même. Donc le portrait en costume de sacre de Napoléon Ier, et c'est vrai qu'à première vue, les deux hommes se ressemblent quand même étrangement. Ils portent tous les deux le long manteau du sacre, ils portent une décoration qui à première vue a l'air semblable, mais même si en réalité ça n'est pas la même. Tous les deux portent une couronne, tous les deux ont à la main le sceptre de justice, le sceptre et la main de justice, pardon, donc c'est vrai quand même que Napoléon Ier ressemble à un monarque absolu. Il a beau s'appeler empereur des Français, comme pour laisser entendre que les Français étaient d'accord pour qu'ils prennent le pouvoir en leur nom. Malgré tout, Napoléon a décidé tout seul, dévoré par son ambition personnelle, et à ce titre, il est un monarque absolu. Même si dans le détail, les régalias sont un peu différentes. On voit bien que le manteau de sacre de Napoléon, il est en rouge pourpre, alors que celui des rois de France est bleu, rappelant le manteau du sacre, enfin le manteau plutôt de la Vierge Marie, cette dimension religieuse. Mais bon, on voit bien quand même que Napoléon Ier ressemble beaucoup à un monarque absolu.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Napoléon Bonaparte est un monarque absolu, mais un monarque absolu à sa manière. Et il ne veut surtout pas être considéré comme l'héritier des rois de France, pour lesquels il n'a que du mépris. Je vous rappelle qu'il avait assisté en tant que simple témoin à la prise du palais des Tuileries le 10 août 1792. Il avait assisté à la chute de Louis XVI, de la monarchie absolue française, et il s'était bien juré de ne pas être confondu avec ces gens-là. Mais néanmoins, Napoléon Ier est un monarque absolu, à la Louis XIV, même s'il ne porte pas le même titre que lui. Et la meilleure preuve, c'est l'existence du catéchisme impérial. Le catéchisme impérial qui apparaît en 1806, 2 ans après le couronnement, donc après l'avènement du Premier Empire. Un catéchisme largement écrit, rédigé par Napoléon Ier lui-même, et qui, à l'image du catéchisme religieux, alors si vous demandez ce que c'est que le catéchisme religieux, eh bien c'est l'apprentissage par des enfants des éléments les plus importants de la religion catholique. Et oui, ça s'enseignait, ça s'enseigne d'ailleurs toujours, sauf qu'aujourd'hui c'est sur la base du volontariat pour les familles, et le catéchisme impérial de Napoléon Ier prend exactement la même forme que le catéchisme religieux de l'époque, c'est-à-dire un jeu de questions-réponses. Et je vous en ai pris un petit extrait qui va vous faire comprendre qu'avec Napoléon Ier, on est véritablement dans une monarchie de type absolu, puisque on va lire ensemble les questions-réponses, et vous allez voir que ça va vous rappeler quelque chose. Quels sont les devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers notre empereur? Réponse. Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons, en particulier à notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, et pour les hommes, puisque Napoléon va se retrouver en guerre contre à peu près toute l'Europe, le service militaire. Eh bien oui, même si dans le Code civil, Napoléon parle de citoyen, on n'est plus véritablement dans de la citoyenneté, on est dans la sujétion, c'est-à-dire que les Français sont redevenus des sujets qui doivent obéir au prince. Nous retrouvons là l'un des principes de la monarchie absolue. Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre empereur? Parce que Dieu, qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, a établi notre empereur souverain. Honorer et servir notre empereur est donc honorer et servir Dieu même. Et bien là, vous aurez reconnu le principe dit de droit divin, qui est constitutif de la monarchie absolue, c'est-à-dire que Napoléon est empereur des Français, non uniquement de par la volonté des Français, mais aussi de par la volonté de Dieu, et que désobéir à Napoléon Ier, c'est désobéir à Dieu, et pour un chrétien catholique, il n'y a pas pire crime, c'est un crime de lèse-majesté. Et comme Napoléon voit loin dans l'avenir et qu'il sait qu'il n'est pas éternel et qu'il lui faut assurer son avenir, il fait bien préciser les devoirs envers notre empereur nous lie-t-il également envers ses successeurs? Et la réponse est oui, sans hésiter, car Dieu donne les empires non à une personne en particulier, mais à sa famille. C'est-à-dire que Napoléon est en train de réinstaurer le principe de la monarchie absolue, de droit divin, à titre héréditaire. Donc même si Napoléon Ier a fait tout ce qu'il a pu pour se démarquer des monarques absolus français, capétiens, en réalité, il est quand même un monarque absolu français. Mais à sa manière à lui. Je laissais entendre dans la diapo précédente que Napoléon Bonaparte était un monarque absolu, mais à sa manière.
Et quelle manière? Et pour bien le comprendre, il faut revenir à la cérémonie du sacre du 2 décembre 1804, telle qu'elle a été immortalisée par Jacques-Louis David, ou plus exactement telle qu'elle aurait dû être immortalisée par Jacques-Louis David. Parce que là réside une différence essentielle entre le sacre des rois de France, tel qu'il a été codifié depuis le Moyen-Âge, tel que vous avez pu l'observer lors de votre programme de 5e, donc passage obligé par la cathédrale de Reims en souvenir du baptême de Clovis. Donc il y a un rituel codifié depuis des siècles qui unissent tous les représentants de la dynastie capétienne. Or justement, Napoléon Ier, qui n'est pas un descendant des Capétiens, qui ne veut surtout pas être confondu avec les Capétiens pour qui il a peu d'estime. Je vous rappelle qu'il a assisté en tant que simple témoin à la chute de Louis XVI, puisqu'il a assisté à la prise des Tuileries le 10 août 1792, et Bonaparte ne veut pas être confondu avec ces faiblards de Capétiens qui l'ont précédé. Donc Bonaparte, quand il assiste à la cérémonie du 2 décembre 1804, a décidé de faire passer un message politique. Le message politique est le suivant: je me suis fait tout seul, je suis un self-made man, comme diraient les Britanniques, je ne dois mon pouvoir qu'à moi-même et à personne d'autre. Et hop, Napoléon Bonaparte s'est auto-couronné. À la surprise générale, sauf celle de l'intéressé, puisqu'il avait prévu son coup bien à l'avance, Napoléon s'est posé la couronne sur la tête. Au grand désespoir du pape Pie VII, qui finalement se rend compte que Napoléon l'a fait venir depuis Rome, un voyage inconfortable de plusieurs semaines, pour rien, pour assister, comme les autres, comme n'importe quel autre invité, à l'auto-couronnement. Eh bien oui, Napoléon s'auto-couronne, il veut bien effectivement être considéré comme un monarque absolu, mais Dieu dans l'affaire n'a pas grand-chose à voir. Napoléon ne doit son pouvoir qu'à son propre génie. Mais néanmoins, pour la petite histoire, le geste de l'autocouronnement, artistiquement, graphiquement, c'est pas une grande réussite. Jacques-Louis David n'est pas très content de son croquis préparatoire. Il le présente à Napoléon, le commanditaire, je vous rappelle, hein, c'est lui qui paye la facture, qui n'est pas non plus très satisfait, ça manque de grâce, ça manque d'élégance. Napoléon aura d'ailleurs ce propos définitif, hein, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et il va demander à David de revoir sa copie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous et moi, nous admirons Napoléon en train de sacrer Joséphine, tout simplement parce que c'était beaucoup plus visuel, c'était beaucoup plus réussi. De même, David en a profité d'ailleurs pour mettre un petit sourire sur le visage du pape Pie VII et pour lui donner le geste de bénir discrètement Napoléon Bonaparte en train de s'auto-couronner, histoire que le pape ne soit pas venu vraiment pour rien. Une fois n'est pas coutume, l'exercice ne va pas arriver en fin de séance, je vais vous proposer de le faire dès maintenant. Alors en fait, ça n'est pas très compliqué par rapport à ce que je viens de vous expliquer et par rapport aux informations du tableau que vous avez sous les yeux. Je vais vous demander, ligne par ligne, sauf la première que j'ai mise en grisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais vous demander de me dire si les deux cérémonies sont ont des points communs, lesquels, dans ce cas-là il faudra les passer en vert. Si il y a des différences, mais qui sont des différences de détail, des différences vraiment mineures qui ne remettent pas en cause une certaine parenté entre les deux sacres, dans ce cas-là ça sera du jaune. Et puis alors si c'est vraiment totalement différent, eh bien je vais vous demander de le passer en rouge. Donc mettez-moi sur pause, prenez le temps de faire tranquillement l'exercice et je vous donne rendez-vous pour le corriger.
Voici le corrigé. Alors, en ce qui concerne la titulature, c'est-à-dire le titre porté par le souverain, roi de France et empereur des Français, c'est très différent. Par empereur des Français, Napoléon indique qu'il est empereur de par la volonté du peuple français. Donc c'est très différent des rois de France, monarques absolus, qui n'ont demandé l'avis de personne pour régner. La cathédrale, là encore, c'est très différent. Notre-Dame de Reims, comme je l'ai expliqué pour les rois de France. Notre-Dame de Paris pour Napoléon Ier, c'est pas du hasard. La couronne, alors, couronne d'or des rois capétiens, fleur de lys, couronne de laurier des empereurs romains pour Napoléon. Ça encore, c'est très différent. Le manteau du sacre, alors les deux en portent, sauf que celui des rois de France est fleur de lysée, alors que celui de Napoléon Ier représente les abeilles d'or. Les abeilles d'or sont ces insectes qui pollinisent, qui vont donner de l'or liquide, c'est-à-dire le miel, qui sont un symbole de richesse, de fortune, de prospérité. Bref, Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, promet la richesse et un avenir brillant à son peuple. Les régalias, bon, les régalias sont à peu près identiques, à très peu de choses près. Quelques différences mineures, bon, c'est pas la peine d'insister trop là-dessus. Les dignitaires, alors, il y a une noblesse, sauf que c'est pas tout à fait la même, hein, parce que la noblesse royale capétienne ne va pas évidemment reconnaître Napoléon Ier, qui pour elle est un simple usurpateur, qui n'a absolument pas le droit de régner à la place du roi de France. Donc Napoléon va s'appuyer sur sa propre noblesse, qui sera la noblesse impériale. Et entre les deux noblesses, il y a un profond mépris, chacune rejetant l'autre. Le couronnement, alors c'est l'archevêque de Reims, ou l'évêque de Reims plutôt, qui couronne les rois de France. Là, on l'a vu, c'est Napoléon lui-même, donc ça fait une sacrée différence. Enfin, l'onction divine, c'était le crème de la sainte ampoule, cette ampoule arrivée dans le bec d'une colombe, juste pour permettre à Rémy, l'évêque de Reims, de bénir et de baptiser Clovis, d'après la légende. Et bien là, c'est la fameuse bénédiction papale du pape Pie VII. Donc en réalité, beaucoup plus de différences que de points communs, et c'est encore une fois voulu. Si Napoléon Ier est un monarque absolu, il est donc un ennemi déclaré de la Révolution. Et la meilleure preuve d'ailleurs réside dans l'offre d'amnistie aux émigrés. Alors les émigrés, je vous le rappelle, ce sont ces Français partisans de la monarchie absolue, partisans aussi de l'édit de Fontainebleau et de l'Église catholique, qui avaient littéralement pris la fuite à partir de l'année 1789, quand la Révolution s'était emballée, et qu'ils avaient senti que la situation était, que le contrôle était en train d'échapper à Louis XVI, et que ça allait de plus en plus mal, et que leur vie même allait être mise en danger. Et parmi les émigrés les plus célèbres, donc énormément de nobles, mais aussi de membres du clergé, c'est logique, mais aussi les deux propres frères de Louis XVI, c'est-à-dire le futur le futur Louis XVIII et le futur Charles X, respectivement comte d'Artois et comte de Provence et comte d'Artois, qui s'étaient prudemment réfugiés à l'étranger, et qui, pendant la Révolution, et notamment à l'époque de la Terreur, avaient parfois combattu la Révolution dans les rangs des armées européennes, autrichiennes en particulier, impériales du Saint-Empire, voire britanniques. Et vous avez sur la gravure de droite des nobles français émigrés qui continuent à vouer un culte
à Louis XVI et même au fils de Louis XVI, tant qu'il est vivant, du moins, celui qui aurait dû en toute logique s'appeler Louis XVII, sauf que comme il va mourir enfant, il ne régnera pas. Donc ils vivent dans la nostalgie de leur belle existence de château d'avant la Révolution. Ils aspirent à rentrer en France, mais pas question de rentrer en France tant que la Révolution existera. Or, Napoléon est soucieux de mettre fin à la guerre civile en France. Et pour mettre fin à la guerre civile en France, il faut mettre fin à la Révolution. Et Napoléon va tendre la main aux émigrés, et il va tendre la main dès le consulat, puisque la lettre que je vais vous lire maintenant date de 1802, donc à une époque où Napoléon était déjà le maître absolu de la France, mais il n'avait pas encore proclamé l'Empire. J'entends que mon gouvernement réunisse tous les Français. La Révolution ne finira que par le retour en France des nobles émigrés, des prêtres, tous dominés, contenus par un bras de fer né dans la Révolution. Le bras de fer, c'est Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon va mettre tous les Français d'accord, de gré ou de force. Pour lui, la Révolution doit s'achever, car la Révolution a eu un tort terrible, celle de diviser les Français, de provoquer la guerre civile et du coup d'affaiblir la France. Pas question que ça continue. La fin de la Révolution ne peut résulter que du concours de tous, et les divers partis politiques ne peuvent être contenus et devenir inoffensifs les uns aux autres que par une clé de voûte assez forte pour ne céder à aucun effort. Et là encore, c'est comme pour le bras de fer, Napoléon parle de lui-même comme d'une clé de voûte, c'est-à-dire qu'il est le seul capable de réconcilier les Français. Donc il propose aux émigrés de rentrer en France à condition qu'ils se fassent discrets et qu'ils ne s'opposent évidemment pas à lui. En plus de la main tendue aux ennemis de la Révolution pour leur permettre de revenir en France, ce que l'on vient de voir, Napoléon va encore trahir la Révolution de manière spectaculaire en rétablissant l'esclavage dans les colonies françaises. On l'a vu lors d'une séquence précédente, la Révolution française, sous la direction d'ailleurs de Robespierre, puisque ça s'était déroulé plus ou moins à l'époque de la Terreur, la Révolution française avait aboli l'esclavage au nom des principes de liberté et d'égalité, et ils avaient en théorie fait de ceux qu'on appelait les nègres du temps d'esclavage des citoyens à part égale, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Mais du coup, la Révolution s'était heurtée aux intérêts des planteurs, des propriétaires des plantations de canne à sucre en particulier, ou de café, de tout ce que vous voulez. Et l'abolition de l'esclavage n'avait dans les faits pratiquement pas pu avoir lieu, ce qui avait poussé les esclaves d'Haïti en particulier à se révolter, à prendre les armes pour prendre de force cette liberté qu'on ne voulait pas leur accorder légalement. Et du coup, Napoléon va rétablir l'esclavage dans les colonies, il va rétablir le code noir de Louis XIV tel qu'ils existaient, et l'esclavage et le code noir avant la Révolution. Et mieux encore, ou pire encore, selon le point de vue, il va envoyer des troupes combattre la révolte, la révolution de Toussaint Louverture. Il va faire capturer Toussaint Louverture, et vous savez que Toussaint Louverture mourra de froid dans une prison du Jura. Donc ça prouve bien que Napoléon est prêt à remettre en cause l'héritage de la Révolution, puisque en abolissant l'abolition de l'esclavage, autrement dit rétablissant l'esclavage, eh bien il va à l'encontre des idéaux révolutionnaires de liberté
et d'égalité. Autre mesure qui prouve à quel point Napoléon Bonaparte a une sainte horreur de la Révolution, eh bien c'est l'abandon du calendrier républicain qu'on appelle aussi le calendrier révolutionnaire, ce calendrier qui était né en pleine terreur anti-religieuse, quand à la demande de Robespierre, il avait été décidé de supprimer le calendrier grégorien, autrement dit le calendrier que nous connaissons aujourd'hui, avec des semaines de 7 jours, calqué sur un calendrier religieux, puisque Dieu a créé le monde en 6 jours, s'est reposé le septième étant le jour du dimanche, chaque jour étant à la gloire d'un saint ou d'une sainte de l'Église. Donc Robespierre avait fait table rase de ce calendrier chrétien. Il l'avait fait remplacer donc par un calendrier qui déstructurait complètement l'année chrétienne, puisque le premier jour de l'année était le 22 septembre 1792, c'est-à-dire jour de proclamation de la République. Les semaines devenaient des décades, c'est-à-dire des semaines de 10 jours, donc c'était plus des semaines. On ne fêtait plus des saints ou des saintes, mais on fêtait des fruits, des légumes, etc. Même les mois, bon, il restait au nombre de 12, mais les mois avaient changé de nom. Le mois de Brumaire pour novembre, par exemple, vous l'avez en illustration sur cette diapositive. Eh bien, Napoléon Ier va mettre fin au calendrier révolutionnaire républicain. Le 9 septembre 1805, il décide d'y mettre fin. Parce que d'abord ça rappelle fâcheusement la Révolution, ça rappelle les excès de la Révolution puisque ça rappelle la terreur, et puis aussi pour une raison pratique, c'est que ce calendrier est très très mal commode, ce calendrier est très compliqué, plus personne n'y comprend rien, on s'y perd, et donc le 1er janvier 1806, le calendrier grégorien est rétabli, et jusqu'à nos jours, puisque nous l'utilisons à nouveau, le calendrier républicain n'aura duré que 13 années. Autre élément qui montre que Napoléon Ier a trahi la Révolution. La Révolution s'est bâtie, du moins à ses débuts, en 1789, sur les valeurs de liberté et d'égalité. Alors certes, évidemment, ensuite il y a eu un dérapage, et à l'époque de la Terreur, à l'époque de Robespierre, quand la République et la Révolution se battaient pour leur survie, il est clair que l'égalité et la liberté ont été mises entre parenthèses, c'est sûr. Mais Napoléon ne va pas faire mieux. Puisque sous l'Empire, sous le Consulat et particulièrement sous l'Empire, les libertés vont être de plus en plus restreintes au point littéralement de disparaître. Et on en a pour preuve le témoignage d'un Anglais. Alors évidemment, il faut se méfier des témoignages des Anglais, surtout à l'époque, puisque comme l'Angleterre va être en guerre quasi permanente contre Napoléon Bonaparte, c'est le point de vue de l'ennemi. Donc il n'est pas impartial, mais néanmoins Lewis Goldsmith va décrire l'exacte vérité en ce qui concerne la restriction des libertés sous l'Empire, et je vous en donne lecture. La police a pour espions des hommes et des femmes qui voient la meilleure compagnie de Paris. Les conversations des tables d'hôtes, des auberges, des restaurants, des hôtels, sont rapportées au ministre de la police. Les journaux, les livres, etc. sont aussi examinés. Et bien entendu les lettres, qui sont ouvertes pour être lues avant d'être mises éventuellement à leur destinataire. Il y a aussi une police secrète pour les cafés, les cabarets c'est-à-dire les bars aujourd'hui. Elle emploie pour espions des mendiants, des marchands de vieux habits, des portiers de maison, des concierges si vous préférez, des afficheurs, des cochers de fiacre. Alors les cochers de fiacre, ça serait aujourd'hui nos taxis. Des vendeurs de chansons dans la rue, etc., etc. Il y a aussi des espions dans les églises, dans les marchés. On a vu parfois, rarement, mais on a vu parfois des curés espionner les fidèles pour le compte de l'empereur.
Et les espions sont payés. Et plus leur témoignage va être important, plus il va permettre d'arrestation d'opposants à l'empereur, et plus la récompense sera importante. D'autres espions seront tenus de faire leur travail d'espion, non pas pour de l'argent, mais pour éviter eux-mêmes la prison. C'est-à-dire qu'on exerce sur eux un chantage. S'ils n'espionnent pas en faveur de l'empereur, ils finiront eux-mêmes en prison. Et la prison, c'est la destination de tous ceux qui déplaisent à l'empereur. Bonaparte a établi 8 prisons dans lesquelles seront détenues les personnes contre lesquelles il n'existe pas de preuves suffisantes. C'est-à-dire que c'est un peu comme sous la Terreur. Vous serez emprisonné littéralement sans procès, c'est-à-dire que vous êtes sous la menace d'une arrestation de la part de quelqu'un qui va vous accuser et qui n'aura même pas à devoir faire la preuve de votre culpabilité. Donc il y a vraiment une ambiance de terreur où chacun espionne tout le monde, et en plus les espions sont d'autant plus redoutables qu'on ne se méfie pas d'eux. On ne se méfie pas d'un domestique, on ne se méfie pas d'un curé, on ne se méfie pas d'un mendiant, on fait comme s'ils n'existaient pas, mais pourtant ils ont des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Et Napoléon est même allé plus loin contre certains opposants, puisqu'il les a fait tuer. Par exemple, le duc d'Enghien, qui est un parent de la famille royale capétienne en exil, et qui faisait partie de ces émigrés, mais qui n'avait pas été autorisé à rentrer en France parce que trop proche du roi, eh bien le duc d'Enghien a été accusé par Napoléon, sans doute à tort d'ailleurs, d'avoir participé à une tentative de complot contre la vie de l'empereur, un attentat. Eh bien, Napoléon l'a fait enlever dans le territoire du Saint-Empire, il l'a fait ramener en France, et il l'a fait fusiller dans les fossés de la forteresse de Vincennes. C'est un tableau, c'est le tableau que montre Jean-Paul Laurens, les derniers instants du duc d'Enghien qui s'apprête à être fusillé avec un message pour les autres: regardez ce qu'il en coûte de s'attaquer à ma personne, vous vous croyez à l'abri parce que vous n'êtes pas en France, je peux vous atteindre où que vous êtes. Napoléon est un monarque absolu. Napoléon a droit de vie et de mort sur ses opposants. Il peut les priver de leur liberté de mouvement, puisqu'il peut les mettre en prison, mais il peut aussi les priver de leur liberté d'expression, parce que Napoléon Ier va également faire contrôler, et s'il le faut, censurer la presse, c'est-à-dire qu'il va empêcher la presse de s'exprimer librement. Et nous avons à notre disposition une lettre très célèbre de Napoléon, cette fois-ci empereur, puisque c'est une lettre du 22 avril 1805, qui est adressée au ministre de la police Fouché. Alors Fouché, c'était déjà l'homme qui organisait l'espionnage de la société française dans le document précédent. Joseph Fouché, ministre de la police sous le Directoire, sous le Consulat et sous l'Empire, duc d'Otrante, ça c'est une récompense puisque pour les bons services rendus à l'empereur a fait de Joseph Fouché un noble d'Empire, le duc d'Otrante, c'est quelque part en Italie ce territoire. Et Joseph Fouché, c'est un ancien montagnard de la Terreur qui avait rasé la ville de Lyon pour la punir de s'être révolté, la fameuse révolte fédéraliste, pour s'être révolté contre la Révolution et contre la République. Eh bien, Joseph Fouché, qui est l'un des hommes les plus craints de France, les plus puissants de France, va se prendre une bonne engueulade à travers cette lettre parce que Napoléon n'est pas content de lui. Il n'est pas content de lui, vous allez comprendre pourquoi. Réprimez un peu les journaux. Faites-y mettre de bons articles. Faites comprendre aux rédacteurs des débats et du Publiciste que le temps n'est pas éloigné où je les supprimerai avec tous les autres
et je n'en conserverai qu'un seul. Mon intention est donc que vous fassiez appeler les rédacteurs du Journal des débats, du Publiciste et de la Gazette de France, pour leur déclarer que s'ils continuent d'alarmer sans cesse l'opinion, leur durée ne sera pas longue, que le temps de la Révolution est fini, qu'il n'y a plus en France qu'un parti, que je ne souffrirai jamais, autrement dit je ne supporterai jamais, que les journaux disent n'y fassent rien contre mes intérêts, qu'ils pourront faire quelques petits articles où ils pourront mettre un peu de venin, mais qu'un beau jour, on leur fermera la bouche. En fait, c'est très clair. Napoléon veut bâillonner la presse, Napoléon veut mettre les journalistes, s'il le faut, en prison, fermer les journaux, parce qu'il ne supporte pas que les journaux le critiquent, que les journaux disent du mal de lui, que les journaux inquiètent l'opinion publique, surtout à une époque, en 1805, où Napoléon est en train de combattre une importante coalition européenne, et que quand vous êtes déjà face à un ennemi puissant de face, vous n'avez pas besoin que, à l'arrière, on affaiblisse votre opinion publique par des rumeurs inquiétantes ou par des critiques. Donc Napoléon est pour la liberté de la presse tant que la presse dit du bien de lui. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que Napoléon appelle des bons articles. Un bon article, c'est un article qui ne dit que du bien de l'empereur. Au point d'ailleurs que Napoléon, connaissez le principe, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, va écrire lui-même des articles qu'il signera d'un pseudonyme, bien sûr, et il les fera porter aux journaux avec obligation de les faire insérer dans les journaux, sous peine de voir ces journaux interdits de parution. Et oui, sous Napoléon Ier, il n'y a pas de liberté de la presse. Napoléon a donc trahi la Révolution. La démonstration est faite. Alors, quelques dates clés que nous venons de revoir ou que nous connaissons déjà et qui nous permettent de nous rendre compte que Napoléon est le fossoyeur de la Révolution en 3 dates clés. Alors déjà, le simple fait que Bonaparte prend le pouvoir par ambition personnelle, par le coup d'État de Brumaire, ça c'était le 9 novembre 1799. Puis le fait que le 18 mai 1804, Bonaparte proclame le Premier Empire sous le nom de Napoléon Ier. Il rétablit officiellement la monarchie absolue sous un autre nom, mais c'est une monarchie absolue. Et enfin, le 2 décembre 1804, le sacre impérial de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris, qui, en fait, vous le savez maintenant, est en réalité un auto-couronnement. Voilà, je vous laisse découvrir la 3e et dernière leçon de la séquence, intitulée Napoléon Bonaparte, fossoyeur de la Révolution. Donc je vous la laisse lire, découvrir, apprendre. Et que faut-il véritablement retenir de la séquence? Eh bien, c'est que Napoléon a mis fin à la Révolution, en France du moins, mais que c'est un personnage qui peut paraître très contradictoire, puisqu'il est à la fois celui qui continue la Révolution et celui qui l'enterre, celui qui met fin. Donc on peut se dire, il ne sait pas ce qu'il veut, Napoléon Ier, il continue la Révolution ou il la termine. Les deux, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas si contradictoire que ça, si on réfléchit bien. En réalité, Napoléon conserve dans la Révolution tout ce qui l'intéresse, tout ce qui sert ses intérêts. Donc il conserve les départements parce que les départements lui sont utiles. Il conserve le drapeau tricolore parce que le drapeau tricolore, c'est couvert de gloire sur tous les champs de bataille. Bon. Mais tout ce qui ne sert pas les intérêts de Napoléon, eh bien, Napoléon y met fin. Tout bêtement. Donc les libertés, oui, tant que les libertés ne poussent pas les gens à critiquer Napoléon. À partir du moment où les gens critiquent Napoléon, eh bien Napoléon met fin aux libertés. Voilà. Donc en fait, ça a l'air contradictoire, mais en réalité c'est très logique. Napoléon sait très bien ce qu'il veut. Il garde de la Révolution tout ce qui lui est utile. C'est tout.
Voilà, eh bien j'espère que la séquence vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.